23 heures en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous suivre sur RTI 1. Le président Alassane Ouattara était en Arabie Saoudite où il a pris part au sommet islamique arabo-américain, sommet qui s'est ouvert cet après-midi en présence du président américain Donald Trump. Le chef de l'État a réitéré lors de ce sommet sa détermination à mener la lutte contre le terrorisme. Les douanes africaines, les douanes ivoiriennes, plus que jamais engagées dans la lutte contre la fraude, notamment la fuite de nos matières premières, elles viennent de mettre la main sur 78 tonnes de cacao. 730 décisions de divorce en 2016 pour le seul tribunal de la commune du Plateau. En Côte d'Ivoire, sur des milliers de mariages célébrés chaque année, bien peu sont ceux qui résistent, ceux qui restent unis pour le meilleur et le pire. Les raisons, vous les saurez tout à l'heure, ce sera avec Sita Soro. Voilà pour le sommaire de cette édition. Je vous le disais tantôt, le président Alassane Ouattara est en Arabie Saoudite où il prend part au sommet islamique arabo-américain, sommet qui s'est tenu aujourd'hui, qui s'est ouvert donc aujourd'hui, cet après-midi, en présence du président américain Donald Trump. Le chef de l'État a réitéré lors de ce sommet sa détermination à mener la lutte contre le terrorisme, ce à travers la coalition dont son pays est membre depuis maintenant 2 ans. Abiba Dambélé Saoui. Le président Alassane Ouattara était parmi les chefs d'État invités par Sa Majesté le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud au sommet islamique arabo-américain qui s'est ouvert ce dimanche après-midi à Riyad. Une réunion multilatérale entre les monarchies du Golfe sous le leadership du Royaume d'Arabie Saoudite et les pays du monde arabe élargi aux pays musulmans, notamment les 34 pays membres de la coalition internationale contre le terrorisme, dont la Côte d'Ivoire fait partie, et les États-Unis. Il s'est agi de réfléchir aux stratégies communes de lutte contre la menace terroriste et l'extrémisme dans le monde, ainsi que de faire la promotion des valeurs de tolérance. Sa Majesté le roi Salman d'Arabie Saoudite s'est dit déterminé à éliminer le groupe État islamique et ses alliés que sont des groupes djihadistes comme Al-Qaïda. Le président américain Donald Trump, dont c'était la première sortie à l'international, a estimé que la lutte contre le terrorisme n'est pas une bataille entre les religions, encore moins entre les civilisations, mais une bataille entre le bien et le mal. Donald Trump a martelé devant une cinquantaine de dirigeants que si nous ne réagissons pas, nous serons jugés par Dieu lui-même. Il a ensuite annoncé la création d'un centre de contrôle du financement du terrorisme en Arabie Saoudite sous la houlette des États-Unis. Le président Alassane Ouattara a apporté sa contribution aux recherches de solutions et a pu partager son expérience réussie à la présidence de la CEDEAO lors de la crise malienne. Il a par ailleurs affirmé sa responsabilité de pays hôte de la réunion annuelle de l'organe le plus important de l'Organisation de la coopération islamique, à savoir le Conseil des ministres des Affaires étrangères, dont la 44e session est prévue les 10 et 11 juillet 2017 à Abidjan. Voilà le président Alassane Ouattara qui devrait donc rentrer ce soir au pays. Les relations sino-ivoiriennes se portent très bien. Le vice-ministre des Affaires étrangères chinois est arrivé ce soir à Abidjan pour une visite d'amitié, visite de 48 heures. Wang Yi a été accueilli dès son arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le ministre de l'intégration ivoirienne et des Ivoiriens de l'extérieur, Ali Koulibaly. Noté qu'au cours de son séjour, le vice-ministre chinois des Affaires étrangères va évoquer avec les autorités ivoiriennes des questions bilatérales liées au développement. Les douanes ivoiriennes plus que jamais engagées dans la lutte contre la fraude, notamment la fuite de nos matières premières. Elles viennent pour ce faire de mettre la main sur 78 tonnes de cacao. Ce cacao était en route pour le Ghana. C'est ce que nous dit Adama Koné. Dès sa prise de fonction le 12 mai 2017, il donne le ton. Nous allons continuer à mettre en œuvre les différentes dispositions que nous avons prises pour lutter contre la fraude. Vous savez, la pierre angulaire du métier du douanier, c'est la lutte
perpétuelle lutte contre la fraude. Moins d'une semaine après, la brigade spéciale des douanes ivoiriennes réalise une grosse saisie. 78 tonnes de cacao transportées dans 3 camions en partance pour le Ghana, stoppées net dans le département d'Abengourou. Valeur taxable, environ 140 millions de francs CFA. La brigade spéciale affiche sa fermeté. Le cacao pour la sortie, c'est par le port, c'est pas par les voies terrestres. Donc ce flot-là, nous allons freiner ça immédiatement. Il y a 2 ports de sortie du cacao et du café. C'est par le port de San Pedro et celui d'Abidjan. Après ça, tous ceux qui vont se donner à ce genre de trafic, aller sortir le cacao, vraiment, c'est un avertissement. Ils vont nous voir sur des pistes. Les sorties frauduleuses de matières premières constituent des cas de contrebande sanctionnés par le Code des douanes. Les auteurs encourent une peine de 2 à 10 ans d'emprisonnement, en plus de l'amende légale. À bon attendeur, salut. L'unité de lutte contre la criminalité transnationale a, elle, interpellé un présumé trafiquant de drogue. Il s'adonnerait à un trafic de cocaïne et de méthamphétamine, une nouvelle variété de drogue, nous dit notre reporter. L'individu a été interpellé dans la commune de Port-Bouët avec 15 kg de drogue. Abou Sanou. C'est une nouvelle variété de drogue dont la vente est en train de prendre de plus en plus de l'ampleur en Côte d'Ivoire. Il s'agit de la méthamphétamine et de l'amphétamine. Et cette drogue appelée drogue de synthèse cause beaucoup de désagréments chez ses consommateurs. À long terme, nous constatons chez les consommateurs de cette drogue-là des lésions ou des destructions sévères de la cavité buccale. Nous constatons une hallucination des consommateurs, la paranoïa et des délires. Nous constatons aussi des comportements violents et certains sont sujets à des dépressions. Et enfin, les consommateurs se retrouvent avec des troubles de sommeil et de la circulation sanguine. Les femmes qui consomment cette drogue-là, on constate chez elles un dérèglement du cycle menstruel. La cible des trafiquants de drogue, la jeunesse scolaire. On retrouve aujourd'hui cette drogue-là dans les fumoirs. On les retrouve aux abords des universités, on retrouve cette drogue aux abords des grandes écoles, des lycées et collèges. C'est-à-dire que notre jeunesse, aujourd'hui, est en train d'être détruite par cette drogue. Cette importante quantité de drogue aurait été saisie dans la commune de Port-Bouët, au domicile d'un individu qui s'adonnerait au trafic transnational de cocaïne et de méthamphétamine par l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée. Nous sommes déterminés à mettre fin à leur trafic pour débarrasser la Côte d'Ivoire de ce type de drogue. Selon un rapport de l'ONUDC, l'Office des Nations Unies contre la drogue paru en 2013, l'Afrique de l'Ouest est présentée comme la plaque tournante de trafic de drogue. 50 tonnes de cocaïne ont transité par l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire, en plus d'être une zone de transit, est devenue une zone de consommation. Plus d'1 million d'élèves du primaire sont sans extrait de naissance en Côte d'Ivoire. Pour donc régulariser leur situation, le gouvernement a décidé de lancer une opération spéciale, opération qui va durer 3 mois. Comment cela va-t-il concrètement se passer sur le terrain? Pour en parler, Bernard Kouassi, le directeur de cabinet adjoint du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, était l'invité du Dimanche Magazine. Cette opération, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir, ne procédera pas par des audiences foraines. La déclaration se fait sur la base de la réquisition du procureur de la République. En pratique, qu'est-ce qui va se passer? Les enfants sont déjà inscrits à l'école primaire. Ils sont enregistrés avec les données concernant leur date de naissance et leurs parents. Les directeurs d'école vont être mis à contribution à travers une fiche qui a été élaborée à cet effet pour donner les informations concernant les enfants qui sont dans leurs écoles, qui ne sont pas déclarés à l'état civil, donc qui n'ont pas de cet acte de naissance. Cette fiche va être communiquée au service de l'état civil de la localité concernée. L'officier d'état civil qui, constatant que l'enfant n'est pas enregistré dans les registres, saisit le procureur de la République. Le procureur de la République, après l'examen du dossier, va requérir l'officier d'état civil à l'effet de procéder à la déclaration. Donc là, on n'aura pas un jugement supplétif, mais c'est la réquisition du procureur de la République qui va servir de base à la déclaration. Voilà un peu comment l'opération va se dérouler. La conduite des parents consistera pour eux à se rapprocher des directeurs d'école, des écoles où les enfants sont inscrits, pour donner les informations si le directeur ne les a pas déjà. S'il les convoque
pour venir recueillir les informations, il faudrait qu'ils répondent favorablement à cette requête, qu'ils se présentent et qu'ils fournissent au directeur de l'école des informations complémentaires qui vont lui permettre de remplir la fiche. C'est avantageux pour les parents parce qu'ils auraient dû eux-mêmes se transporter au centre d'état civil pour aller faire la déclaration. Or là, en se rendant chez le directeur pour lui donner l'information, il va recueillir toutes les données. Pour cette opération, la cible est bien déterminée. Il s'agit des enfants qui sont déjà inscrits à l'école primaire. C'est ce problème que le gouvernement veut résoudre par cette opération. Après cette opération, les études sont en train d'être faites pour voir comment régler le problème des autres enfants qui ne sont pas inscrits à l'école et qui ne sont pas non plus déclarés à l'état civil. 730 décisions de divorce pour le seul tribunal de la commune du Plateau. En Côte d'Ivoire, sur les milliers de mariages célébrés chaque année, eh bien, très peu sont ceux qui restent soudés, ceux qui restent unis pour le meilleur et le pire. Les raisons sont diverses, c'est ce que nous disent les juristes. Sita Soro s'est intéressé à ce sujet. Consentez-vous à prendre l'époux, M. Yao Kwasi, ici présent. Oui! Cette phrase, vous l'avez sûrement entendue plus d'une fois. Mais cette phrase est aussi très vite remise en cause à chaque fois qu'un couple se sépare. Elle, nous allons l'appeler Blandine. Il y a 20 ans, Blandine s'unissait à un homme pour la vie. Après 15 ans de vie commune, Blandine est aujourd'hui divorcée. En 2010, j'ai eu une promotion et ce poste de responsabilité me demandait vraiment des heures supplémentaires. Et là, il était fréquent que je rentre aux environs de 22 heures, 23 heures parfois. Et là, je crois que mon époux n'a pas supporté. Et c'est cela qui a occasionné beaucoup de malentendus, beaucoup de disputes. Et arrivé à un certain moment, il a demandé de choisir entre mon foyer et mon travail. C'était un choix que je ne pouvais pas faire puisque ma vie professionnelle était liée à ma vie de foyer. Et s'il y avait un choix à faire, je crois que j'ai choisi de continuer dans ma vie professionnelle. Une situation qu'elle n'aurait jamais imaginée. Un soir à la descente, je me suis vue refuser l'accès à mon domicile conjugal. Et là, j'ai fait les démarches au niveau du tribunal pour qu'on puisse le convoquer, pour qu'il réponde de ses actes, pour justifier l'acte qu'il a posé. Et là, il n'a pas supporté. Le jour où le juge l'a convoqué pour aller répondre à cette convocation, il a demandé le divorce. Ce divorce lui laisse aujourd'hui un goût amer. En 2016, pour la seule mairie d'Adjamé, ce sont plus de 900 mariages qui ont été enregistrés. À Cocody, ce chiffre est 3 fois plus important. 2595 mariages ont été célébrés en 2015 avec une fréquence de 200 unions par mois. Pour 2016, 2828 célébrations, un taux très élevé selon les autorités de ces différentes communes. Mais pourquoi? Nous recevons des candidats au mariage de plus en plus jeunes. Je vais parler de la tranche de 21 ans, de 21 à 25 ans surtout. Les jeunes d'aujourd'hui, en tout cas, avec tout ce qu'il y a, tout ce qu'ils voient autour d'eux, en tout cas, deviennent responsables très tôt. Donc, c'est par le mariage qu'ils expriment cette responsabilité-là. On peut dire qu'à Adjamé, la moyenne d'âge varie de 22 à 33 ans. Comme pour dire que les jeunes se marient, aujourd'hui, nous avons 15 mariages. Sur les 15 mariages, il y a peut-être 3 qui ont plus de 40 ans. C'est pour dire que c'est des jeunes qui se marient. C'est cette même jeunesse qui est la plus concernée par les ruptures précoces. La majorité des divorces prononcés est demandée par des jeunes dont l'âge varie entre 25 et 35 ans. Les jeunes surtout, c'est de leur temps. Pour eux, le mariage, c'est passer à la mairie. Ils ne peuvent pas accepter de rester dans le concubinage, ça n'a aucun sens. Donc du coup, c'est passer à la mairie. Donc du coup, on passe à la mairie quand ça ne va pas, on divorce. Par contre, si on était dans le concubinage, on sort, on prend ses affaires, on s'en va, personne ne ressentira cela. On découvre la personne sous un autre angle. Également, souvent même pour des insatisfactions sexuelles, même on arrive, on vient devant le juge pour demander le divorce. Parce que c'est quand on a fini de se marier également qu'on se découvre. Et donc, on a beaucoup de jeunes comme ça. Dans la majeure partie des cas, la procédure de divorce est entamée par la femme. Les motifs de divorce diffèrent, allant d'une personne à une autre, d'une simple dispute à des motifs plus prononcés tels que l'infidélité et les abandons des foyers. Généralement, ces personnes, pour la plupart qui sont des femmes, viennent vers nous pour les motifs, je dirais, d'abandon de domicile conjugal,
d'abandon de famille, c'est-à-dire l'époux ne participe plus ou pas suffisamment aux charges du ménage. Ces personnes viennent également pour les faits d'adultère. Quand ce sont les hommes qui viennent, c'est surtout pour les mauvais traitements. C'est-à-dire la femme ne s'occupe pas suffisamment d'eux, elle ne fait pas attention à eux et tout, et surtout aussi le manque d'enfants. À cet effet, le tribunal du Plateau comptait en 2016 730 décisions de divorce, selon que la décision soit par consentement mutuel ou par contentieux. Le divorce pour faute s'entend de la procédure contentieuse où c'est un seul des époux qui décide que pour certaines raisons, il ne peut plus rester dans ce mariage. Donc, il saisit seul le juge pour demander le divorce. Et donc, pour ce genre de procédure, le divorce pour faute, on a 420 décisions qui ont été rendues l'année dernière. Et concernant le divorce par consentement mutuel, où les deux époux de concert, ensemble, à l'amiable, décident que ça ne va plus, on va s'asseoir, on va demander le divorce ensemble. Là, il y a eu 310 décisions. Toute procédure de divorce affecte moralement et peut être coûteuse. Une demande de divorce peut se faire en un temps record s'il y a consentement mutuel avec un coût compris entre 90 000 et 100 000 francs CFA. Par contre, elle peut durer jusqu'à 2 ans quand il y a contentieux et là, les frais peuvent s'élever jusqu'à 200 000 francs CFA. Le mariage ayant une dimension sacrée, dans la plupart des religions, la rupture de ce lien continue d'être une question morale et n'est ni encouragée par la Bible ni par le Coran. Les divorces en cascade ne sauraient décourager ces amoureux, comme pour donner l'exemple, viennent de s'unir pour le meilleur et pour le pire. Voilà, les divorces, quelle réalité en Côte d'Ivoire? Sita Soro signait ce reportage. Opération Grand Ménage à Aboisseau. La ville ne veut pas être en marge de cette dynamique impulsée par la ministre de la Solidarité, Anne-Désirée Oloto. Aboisseau, la capitale de la région du Sud Komoué, a donc décidé de se débarrasser de ces ordures. Kwasi Mamadou. Le maire de la ville d'Aboisseau, accompagné des autorités administratives, des chefs coutumiers, des leaders religieux, des jeunes et des femmes dans les rues de la commune. Ces populations de la ville d'Aboisseau nettoient les rues, curent les caniveaux pour assainir leur cadre de vie. Pour cette phase 1 de l'opération Grand Ménage à Aboisseau, ce sont les grandes artères qui sont prises en compte. Ces personnalités et leurs administrés ont toute une matinée nettoyé et sensibilisé les commerçants installés sur les voies principales de la ville. Une campagne de proximité effectuée par le maire Mamadou Kano qui rappelle aux commerçants l'importance de l'entretien des caniveaux. Je dis aux populations que la propreté n'a pas de prix. Il faut être propre chez soi, il faut être propre autour de chez soi, être propre hors de sa résidence. Et c'est l'action que nous posons ici, permettre aux populations de désormais mettre cela dans leur habitude. On balaie notre cour, on balaie devant notre cour et on incite les voisins à faire autant. Et c'est comme ça, petit à petit, que nous allons réussir ces grands ménages-là et rendre la ville Aboisseau une ville propre, très propre, à l'image de nos voisins. Pourquoi pas plus que nos voisins? Je vous remercie. Représentant le préfet des régions, le secrétaire général de la préfecture d'Aboisseau, lui-même acteur de cette campagne de salubrité, souhaite que cette opération se traduise également en actes dans tous les villages, afin de permettre aux populations de vivre dans un cadre de vie sain et agréable. Vous voyez que l'autorité, le représentant du chef de l'État, se met à la tâche, se permet de nettoyer. Je crois que ça révèle que tout le monde doit faire, tout le monde doit être propre, chacun doit être propre. Et cela pousse toute la population à faire comme lui. Les chefs coutumiers, les leaders religieux, les jeunes, les femmes, bref, l'ensemble des populations s'engagent à accompagner l'opération initiée par le gouvernement et traduite en actes par la mairie d'Aboisseau. La propreté est la meilleure pharmacie de la santé. Quand on se lève le matin qu'on n'est pas propre, on se sent mal à l'aise. Donc une femme ou un homme qui se lève le matin et qui ne tient pas son environnement propre n'est pas en bonne santé. Donc c'est la sensibilisation que nous lançons au niveau de la jeunesse et dans nos différents quartiers. La relève de cette opération Grand Ménage sera assurée par le comité de gestion des quartiers et des villages pour l'entretien de leur cadre de vie. Voilà le message de la ministre de la Salubrité, Anne-Désirée Oloto, qui a donc trouvé oreille attentive à Aboisseau
Et partout en Côte d'Ivoire, on parle politique à présent. Les cadres du Rassemblement des Républicains de San Pedro réaffirment leur soutien au président Alassane Ouattara et l'ont exprimé au cours d'une manifestation suivie pour vous par Sam Konan et Abou Sanogo. C'est en bordure de mer que les cadres et responsables départementaux du RDR se sont retrouvés pour marquer leur soutien au président de la République Alassane Ouattara, surtout le féliciter pour sa bonne gestion du dernier mouvement du meurtre militaire, mouvement qui a aussi fortement secoué les activités économiques à San Pedro. Nous, militants, militantes et cadres du Rassemblement des Républicains de San Pedro, adressons nos vives félicitations au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour sa gestion rapide et rassurante des mouvements d'humeur dans l'armée ivoirienne. Lui réaffirmons notre soutien sans faille dans toutes les épreuves liées à ses fonctions de président de la République de Côte d'Ivoire. Lui réitérons notre engagement à ses côtés dans toutes les décisions courageuses qu'il sera amené à prendre en vue de l'atteinte des objectifs assignés à son mandat à la tête de notre pays. À l'initiative du secrétaire général de la communauté portuaire et cadre du Rassemblement des Républicains, Iba Guimax, à la suite de la manifestation de soutien au président de la République, les cadres du RDR ont ensemble partagé un repas. Diabaté Lansini, directeur de cabinet du secrétaire général par intérim du RDR, a salué l'initiative des cadres du parti à San Pedro. Il a souhaité que ce déjeuner, moment de partage et de renforcement de la cohésion au sein du parti, soit pérennisé et copié ailleurs dans le pays. Toujours en politique, on évoque la tournée de mobilisation de l'UDPCI. Le président de l'Union pour la démocratie et la paix, Mabouto Akes, est en tournée pour implanter son parti sur toute l'étendue du territoire national. Un seul mot d'ordre, la paix. On retrouve Abou Sanogo cette fois avec Ahmed Touré. Moment festif pour les différentes délégations de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, venus de toutes les communes du district d'Abidjan pour prendre part au meeting de leur parti dans la commune d'Atekoubé. Un rendez-vous qui a pour objectif, selon le président du parti, Albert Mabouto Akes, de sensibiliser les populations à s'engager sur la voie de la paix. Le père fondateur nous a appris que la paix est la seconde religion des Ivoiriens et qu'il n'y a pas de préalable à la paix. Je voudrais vous dire que nous devons continuer à travailler pour la paix en Côte d'Ivoire. La paix est si précieuse pour chacun et chacune de nous que c'est sur cette base seulement que nous pouvons avancer. Travaillons pour une cohésion qui renforce la paix et qui maintienne la paix au niveau de notre pays. Une démarche bien appréciée par Tchagbabou Laurent, député de la commune d'Atekoubé. Une chose est d'être élu, mais une autre est de savoir revenir vers ces populations qui vous ont écouté et qui ont pu faire écho pour vous. Le président de l'UDPCI entend mener des actions pour l'implantation de son parti sur toute l'étendue du territoire national. Comment exploiter notre diversité ethnique pour réussir à impulser le développement dans nos nations? La question était au cœur d'un colloque initié par la faculté de théologie évangélique de l'Alliance chrétienne, ici même à Abidjan. Pour en parler, on retrouve Ahmed Touré, cette fois avec Issa Chonan Yeo. Plus de 50 ans après les indépendances, les questions identitaires continuent d'être source de tensions et de divisions dans les sociétés africaines. Selon des études effectuées par des anthropologues et la FATEAC, faculté de théologie évangélique de l'Alliance chrétienne, l'Église n'est pas épargnée par ce problème. D'où l'organisation d'un colloque autour du thème « Église, citoyenneté et ethnicité en Afrique postcoloniale ». Le colloque de 2017 porte essentiellement sur la question de l'ethnicité. L'ethnicité, le rapport de l'ethnicité au développement de nos nations, comment réguler ce facteur pour le rendre positif, exploiter la diversité ethnique pour permettre une émulation, un développement au niveau des nations. La problématique, elle se trouve déjà dans la mission de la faculté. Depuis sa création, donc nous sommes dans la 24e année,
Cette faculté s'est donnée, elle s'est assignée pour mission de contribuer à l'épanouissement d'un christianisme authentique en Afrique contemporaine. Ça veut dire que l'Afrique contemporaine est au cœur de notre réflexion. 22 personnes interviendront au cours de ce colloque, 9 en plénière et 13 en atelier. Des analyses faites par les anthropologues, sociologues et historiens viendront enrichir les débats théologiques et missiologiques. À présent, un petit tour dans l'actualité internationale de la semaine, à commencer par la France. La France où Édouard Philippe, le maire de Havre, a été nommé Premier ministre de la République Macron. C'était en début de semaine. Gabriel Zané. Le député maire du Havre, Édouard Philippe, a été nommé lundi Premier ministre d'Emmanuel Macron. Diplômé de sciences politiques et de l'ENA, Édouard Philippe est âgé de 46 ans. Cet élu du parti Les Républicains est un proche d'Alain Juppé. Des négociations entre le gouvernement syrien et l'opposition sous l'égide de l'ONU ont repris mardi à Genève. Elles visent à trouver une solution au conflit syrien qui a déjà fait plus de 310 000 morts et des millions de déplacés. Des accords ont été trouvés sur le plan humanitaire, mais les parties en conflit restent toujours en désaccord sur la définition d'une Syrie pacifique dans le futur. Les membres d'une secte chrétienne du Bundundia Congo ont attaqué mercredi la prison dans laquelle se trouvait leur chef Nemonda Nsemi. Selon des sources policières, plus de 4600 détenus se sont évadés à cette occasion de la prison de Makala en Kinshasa, en République démocratique du Congo. Jugé menaçant pour des forces de la coalition contre Daesh, un convoi qui n'a pas répondu aux avertissements a été bombardé par les États-Unis. Un incident ponctuel selon les Américains. La frappe survenue jeudi contre le convoi près de la frontière jordanienne n'était pas un changement dans la stratégie de la coalition. Le vendredi, le président français était dans le nord du Mali. Pour son premier déplacement officiel en Afrique, Emmanuel Macron a choisi Gao où se trouve la plus importante base des forces françaises engagées dans la lutte contre le terrorisme. Le président français souhaite une mobilisation plus forte des forces françaises de Barkhane dans le nord Mali et une exécution de l'accord d'Alger, signé il y a 2 ans entre le pouvoir et le mouvement armé du nord du pays. Le premier voyage de Donald Trump à l'étranger a débuté samedi par l'Arabie Saoudite. Le président a été reçu en grande pompe à Riyad par le roi saoudien. Les États-Unis et l'Arabie Saoudite ont signé des accords d'une valeur de plus de 380 milliards de dollars. Ce dimanche, Donald Trump a prononcé un discours très attendu. Le président américain appelle à lutter contre l'extrémisme religieux. La Corée du Nord a procédé ce dimanche à un nouvel essai de missiles balistiques. C'est le dernier en date d'une série de tirs qui ont suscité des condamnations internationales et la menace d'un durcissement des sanctions contre Pyongyang. La Corée du Sud, le pays voisin, a qualifié de dangereux et irresponsable ce tir, le 2e en 1 semaine. Du sport pour terminer, la 22e journée de la Ligue 1 a opposé à Bouaké samedi l'ASEC Mimosa à l'Africa Sport d'Abidjan, match qui s'est soldé par un score de 2-1 pour les jaunes et noirs. Avant ce derby, eh bien, un autre match s'est joué, celui-là dans les coulisses. Il opposait les supporters des 2 équipes. Kader Sogodogo. ASEC Mimosa, Africa Sport. C'est d'abord l'avant-match des supporters. On va chanter. Ouais. Toi, tu souffles. Ouais. Il ne faut pas chanter. Toi, tu souffles. Toi, il faut taper. Toi, tu chantes. Voilà, on chante ensemble. Ouais. Africa, c'est mon équipe. C'est mon maillot. Moi, je vous jure que l'Africa me fera pitié. Le lendemain jour de match, le derby de la 22e journée est offert gracieusement par le chef de l'État au public sportif ivoirien. Public qui n'a pas boudé son plaisir. Sur le terrain, pour les 45 premières minutes, l'avantage au score est pour les jaunes et noirs. 1-0 avec un pénalty manqué côté vert et rouge. Bilan à mi-parcours avec les supporters. Je demande aux supporters de l'Africa de garder leur calme et leur sérénité. Ici, c'est comme ça. C'est le résultat qui était prévu. Nous ne sommes pas menés, on a été agressés. Parce que le joueur qui s'est dit marqué, et il a donné des coups. Il a poussé le joueur. Donc en temps normal, le joueur peut avoir une carton rouge. Mais ils n'ont pas pu le faire, il a continué à faire ses jeux de kaki. En seconde période,
La SEC va réussir à mettre un deuxième but et l'Africa va tout de même réduire le score. 2-1, score final. Joie chez les Mimosas et optimisme chez les Oyer. Je le dis encore, je le répète, que l'Africa n'est pas notre adversaire. Notre adversaire, c'est l'OAC. Leur entraîneur est mon fils. Mais croyez-moi, il va revenir. Mais ils ont un petit gamin, là, le petit 23, là. Ils n'ont qu'à se méfier parce que la vitrine, c'est la SEC. À l'Africa, qui les connaît? Mais je pense que c'est un clin d'œil que je lui fais. Je suis entièrement satisfait de la prestation de mes joueurs. On peut perdre, mais quand on joue crânement et que vraiment on domine le match, on le perd comme ça, vraiment, moi, je dis à mes joueurs, et puis je vais payer les primes. Je m'en vais payer les primes tout de suite, parce que mes joueurs ont très bien joué. On mérite la victoire. Le derby à 5 à Mimosa, Africa Sport, aura tenu toutes ses promesses. C'est une contribution pour la paix. En tout cas, on a joué notre partition. On espère que ça va donner du bon au cœur à la population de Bouaké. Merci à tous ceux qui sont venus. Souvenir de Bouaké, cette belle image des supporters de l'Africa Sport avec le premier responsable Bailly Antoine. Malgré la défaite, la joie a eu sa place. C'est Bouaké qui aura gagné. C'est sur ces belles images que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, seul le travail paye.